Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure libre. Une heure de décryptage de l'actualité et des faits de société avec la rédaction de Factuel.media. Une heure sous l'œil du bienveillant Jean-Marie Bordry. Toujours bonjour. Bienveillant, bonjour Stéphane. Avec nous également Victor Lefebvre, enquêteur à Factuel.media. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane. Et notre invitée est Anne-Sophie Martin, journaliste d'investigation, grand reporter pour le 13h15 de France 2 et auteur du livre Le Disparu chez La Mécanique Générale, consacré à l'affaire Xavier Dupont-Ligonnès. Et bonjour Anne-Sophie. Bonjour Stéphane. Beaucoup d'actualités cette semaine donc autour de l'affaire de la disparition de Xavier Dupont-Ligonnès, avec des révélations fracassantes, peut-être trop fracassantes, de la sœur de Christine Dupont-Ligonnès et de son mari Bertram de Verdun. On va en parler dans un instant. En deuxième partie d'émission, nous reviendrons sur le scandale sanitaire du chlordécone, ce produit insecticide qui a été trop longtemps toléré, utilisé pour traiter les parasites du bananier dans nos Antilles et qui est à l'origine de centaines de cancers. Nous y revenons tout de suite. Revenons d'abord à l'affaire Dupont de Ligonnès. Souvenez-vous, avril 2011, la tuerie de Nantes, il y a 13 ans maintenant. 5 membres de la famille Dupont de Ligonnès, la mère, Agnès, et ses 4 enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît, sont assassinés entre le 3 et le 6 avril 2011. Leurs corps sont retrouvés le 21 avril 2011 dans leur maison nantaise sous une dalle de béton fraîchement coulée. Le père de famille est principal suspect des assassinats. Xavier Dupont de Ligonnès est vu bientôt pour la dernière fois le 15 avril 2011 à Roquebrune-sur-Argence dans le Var par une caméra de vidéosurveillance et depuis reste introuvable. Alors cette semaine, jeudi pour être précis, Christine, la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès, sort un livre aux révélations assez stupéfiantes. Ce livre, Xavier mon frère présumé innocent, aux éditions HarperCollins, y explique qu'elle ne croit pas au meurtre ni de ses nièces ni de ses neveux, pas plus qu'à la mort de son frère et de sa femme Agnès. Pour elle, tout est faux dans cette affaire et ce sont les services secrets français qui ont fait disparaître toute la famille pour les exfiltrer. Victor Lefebvre, racontez-nous les conditions de sortie de ce livre, s'il vous plaît. Oui, alors ce livre, donc c'est pas la première fois que Christine Dupont-Ligonnès prend la parole, puisqu'elle s'était déjà exprimée dans différents médias peu de temps après l'affaire, la découverte des corps, mais ça fait depuis presque 10 ans maintenant qu'on l'avait plus vraiment entendue. Elle sort ce livre et cette théorie, c'est la théorie qu'elle défend quasiment depuis le début, c'est-à-dire qu'elle accrédite la version de Xavier Dupont-Ligonnès, à savoir, comme vous l'avez dit, qu'il aurait été exfiltré par les services de renseignement américains pour vivre avec sa famille, qui n'aurait pas été assassiné. Si j'ai bonne mémoire, Xavier Dupont de Ligonnès expliquait tout cela dans une lettre à l'époque qu'il avait laissée à l'attention de sa famille. Voilà, à l'attention de ses proches, de ses amis, évidemment de sa propre mère, de ses 2 sœurs. Et il dit, c'est cette fameuse lettre qui commence par coucou tout le monde, méga surprise. Et il explique effectivement qu'il bénéficie d'un système de protection de la DIA, donc le service des stupes, de la brigade anti-stupes américain, et qui vivrait donc sous couverture aux États-Unis, et que toute sa famille se porte très bien, mais qu'ils ont changé d'identité et qu'ils sont désormais impossibles à contacter. Et évidemment, lettre qui n'a pas été suivie par une autre forme de correspondance, ni message, ni quoi que ce soit. Non, évidemment, aucune trace n'a été retrouvée ensuite. Alors, Anne-Sophie Martin, vous qui êtes la grande spécialiste de cette affaire, je rappelle... Mondiale. Vous avez consacré en tout cas un ouvrage qui a fort bien marché. Victor Lefebvre le rappelait à l'instant, ça ne date pas d'hier, cette thèse. Alors, pourquoi sortir ce livre aujourd'hui, selon vous ? Alors, je n'ai pas lu ce livre. Victor l'a fait, il nous en parlera dans un instant. Au moins, le titre est exact. C'est-à-dire, effectivement, il est présumé innocent. Ouais. Ça. Après, le reste... Et c'est bien son frère. Et c'est bien son frère. Ouais. Elle est bien sa sœur. Je ne suis pas sûre qu'elle ait exactement la même position que l'autre sœur. D'accord. J'ai cru comprendre qu'elle divergeait. Mais si vous voulez, la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès, elle a fait pendant 2 ans, un peu plus de 2 ans, un blog où elle a, si vous voulez, saisi tout ce qui, dans cette enquête, en fait, lui semblait soit à charge, soit on oubliait de dire qu'il y avait des éléments à décharge. Donc, ce qu'elle disait, à juste titre, se fondait sur des débuts d'éléments réels,
comme une rumeur, un peu, si vous voulez. Et après, de l'interprétation qu'elle en tire ou qu'elle en donne, et c'est toujours la même chose 13 ans après, elle est un petit peu forcée, si je puis dire. C'est un peu des élucubrations, à mon sens, et de toute façon, moi, je l'ai interviewée il y a 10 ans, et on s'était déjà expliqué sur les interprétations qu'on pouvait donner à ces éléments. Et donc, vous avez posé la bonne question. Pourquoi sortir ce livre aujourd'hui? Je me demandais, en tant que spécialiste modeste des affaires judiciaires, si ce n'était pas parce qu'on pouvait imaginer une fin d'instruction, par exemple, donc éventuellement un début de prescription, et que donc il fallait essayer de rallumer un peu la mèche pour que l'affaire soit toujours ouverte, qu'elle reste toujours ouverte. Bon, franchement, je me perds un petit peu en hypothèse. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur l'éditeur qui a choisi donc de commettre ce livre? Je dis commis parce que c'est un coup, en tout cas, marketing extraordinaire, et le livre est déjà numéro 1 des ventes sur Amazon. Hein. Oui, donc c'est chez HarperCollins, qui est la filiale donc française de cette maison d'édition américaine. Anciennement, c'était Harlequin France, c'était détenu par Hachette, le groupe Hachette, donc Lagardère. Ça a été revendu donc à HarperCollins, et c'était plutôt une maison d'édition spécialisée dans les livres de romans de poche pour femmes, de romances un peu féminines. Et dernièrement, ils ont publié des livres, par exemple le Journal de guerre de Zelensky, des livres aussi spécialisés sur les renseignements militaires, de journalistes de Mediapart. Enfin, c'est une maison d'édition plutôt sérieuse, tout ce qu'il y a de sérieuse. Alors pour sa sœur, eh bien toute cette affaire est une mise en scène qui cache une exfiltration, parce que Xavier Dupont de Ligonnès aurait participé au service de renseignement français. Écoutez ce qu'elle a dit américain. Écoutez ce qu'elle a dit chez notre consoeur Léa Salamé, c'était il y a quelques jours sur France 2. On commence à nous parler d'une disparition, les choses suivent leur cours. Ça ne vient pas invalider la lettre. Et puis petit à petit, je me dis, mais en fait, certainement c'est une mise en scène. Parce que moi, je n'y connais rien au principe d'exfiltration, etc. Et je me dis, finalement, puisque je crois quand même à mon frère, je l'ai eu au téléphone tout récemment, il n'avait pas du tout la voix d'un assassin. Enfin, je connais quand même son fonctionnement, et puis donc, vraiment dans son selon ensemble. Vous, si je poursuis ce que vous pensez, ce que vous expliquez dans ce livre-là, il y a une mise en scène, et il y a donc des policiers qui sont complices, peut-être la morgue aussi, on est complices, on cherche 5 corps. Les scientifiques. Et on enterre dans le jardin. Complice d'une exfiltration, dans ce cas-là, c'est pas complice. Oui, complice d'une exfiltration parce qu'il fait du renseignement aux États-Unis. Alors, complice d'une exfiltration, est-ce que ces éléments semblent vous paraître crédibles? Et puis surtout, Victor Lefebvre, ces éléments troublants dans cette affaire, quels sont-ils? Alors, il y a différents éléments troublants. Effectivement, d'abord, c'est qu'il n'y a pas de scène de crime. Les enquêteurs ont procédé à une analyse avec le Blue Star. Vous savez, c'est ce produit qui permet de faire apparaître les traces de sang par réaction. Ça réagit dans la cuisine donc du domicile familial situé au 55 boulevard Schumann à Nantes, notamment sur une serpillière, mais effectivement dans les chambres on n'a pas de traces de sang, donc d'une certaine manière on peut considérer que c'est un peu presque le crime parfait. Et sur les rapports d'autopsie, Christine de Ligonnès insiste énormément là-dessus. Elle dit qu'ils ne correspondent pas aux caractéristiques physiques, notamment d'Agnès, donc la mère de famille, et des 4 enfants aussi de Xavier Dupont de Ligonnès qui ont été assassinés. Elle dit que la taille de la femme serait plus grande sur les rapports d'autopsie, donc elle dit 1,72 contre 1,67. Un médecin légiste peut quand même se tromper de quelques centimètres. Exact, c'est pas... Donc ça c'est le premier élément. Sur la couleur effectivement aussi des cheveux, elle dit que elle est décrite comme avoir des cheveux bruns alors qu'ils étaient plutôt blancs en réalité. Ensuite il y a un doute, et ça c'est vrai, sur la date exacte de l'assassinat. On présume que c'est dans la nuit du 3 au 4 avril 2011. Or un bol alimentaire a été retrouvé sur 2 corps alors qu'une quinzaine de jours donc sépare la date présumée de l'assassinat et la découverte du corps. Donc là c'est vrai que sur ce point-là on ne se l'explique pas totalement. Et ce qu'elle dit aussi évidemment, c'est que elle-même et son propre mari, donc avec lequel elle a écrit ce livre, Bertram de Verdun, n'ont pas pu voir les corps à la morgue, qui ont été très vite incinérés sur décision du procureur de la République de Nantes. Alors justement, je me retourne vers notre spécialiste. C'est fréquent, je dirais, d'incinérer rapidement les corps après les avoir découverts et analysés. Est-ce que c'était usuel dans les différentes affaires que vous avez pu croiser dans votre parcours? Je veux dire, on incinère les corps en accord avec la famille d'Agnès Audanger. D'accord. Ils sont tous aujourd'hui à Noyer-sur-Serein dans le berceau de cette famille, tout à fait digne et très silencieuse, hélas, à mes yeux, dans cette affaire, parce que du coup, on n'a pas de contrepoids.
C'est pas, ça n'a rien de rare, ça n'a rien de surprenant. Ce sont des corps qui ont été laissés dans la terre pendant plus de 3 semaines au moment où on va les trouver. Donc, quand on les découvre, ils sont déjà très altérés, ils sont très dégradés. C'est ce qui explique en partie aussi les petites erreurs factuelles des autopsies à l'Institut médical de Nantes, mais de là à en tirer soupçon, certainement pas. C'est pas l'occasion de le faire. On va pas exhumer des corps qu'on vient déjà d'exhumer, si vous voulez. Dans les affaires judiciaires, quand on a une vérité puis qu'on a un autre regard et qu'elle va changer, oui, on exhume des corps. Là, en l'occurrence, non, puisque de toute façon, on les avait tardivement. Ce que je voulais juste préciser dans ce que disait Victor, c'est que, en fait, il y a effectivement une mise en scène dans cette affaire, mais elle est faite plutôt par l'auteur des crimes. Donc je ne dirais pas assassinat, parce que je ne suis pas magistrate, mais en tout cas des meurtres. Et c'est vrai que cette maison, elle est aménagée pour faire penser à un départ précipité de la famille, ce qui colle totalement. Vous remarquerez, avec la lettre qu'elle a écrite, justement, elle raconte qu'ils sont exfiltrés. Ça colle parfaitement, sauf que là, on voit bien qu'il y a un carton avec des chaussures pour la Croix-Rouge, il y a les portes des armoires qui sont ouvertes pour faire croire à un départ, un déménagement, si vous voulez. Et c'est d'ailleurs cette mise en scène, donc, qui pour moi est le fait du père de famille, parce que ça colle avec toute la suite des choses. Et c'est ça, c'est là où Christine est un petit peu floue, si vous voulez. C'est que, en fait, ça colle plus avec rien. Tandis que moi, la vision que j'en ai, elle colle. Donc il y a une mise en scène qui fait que justement la police vient 5 fois au domicile, effectivement en se disant oui, ils sont partis rapidement, donc c'est pour ça que la maison colle avant de trouver les cadavres. Voilà, donc cette mise en scène, elle est trompeuse. Elle est trompeuse. Dans un instant, on continue de se demander si la thèse de la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès résiste à l'examen des faits. On se retrouve avec nos amis journalistes et enquêteurs. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, 1 heure pour décrypter l'actualité des faits de société et des faits divers. Nous sommes toujours avec Jean-Marie Bordry, toujours Victor Lefebvre également, enquêteur à Factuel.media, et la journaliste Anne-Sophie Martin, spécialiste d'investigation, auteur du livre Le Disparu chez la Mécanique Générale, consacré à l'affaire Dupont de Ligonnès. Nous passons donc à la loupe le livre Révélation de Christine Dupont de Ligonnès, la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès, le principal suspect dans cette affaire de quintuple meurtre sur sa famille. Alors Victor Lefebvre, la version de Christine de Ligonnès est donc que son frère disait la vérité lors de sa lettre datée du 8 avril, dans laquelle il annonce à ses proches qu'il est parti se réfugier avec sa famille aux États-Unis dans le cadre d'un programme de protection des témoins d'agents de la DEA, le service de lutte contre les stupéfiants. Est-ce que l'on peut revenir sur la chronologie des faits pour voir quel crédit on peut accorder à cette hypothèse? Oui, c'est intéressant de revenir quelques mois en arrière avant même le crime présumé. Donc le dimanche 11 avril 2010, Xavier Dupont de Ligonnès envoie un mail très troublant à ses 2 amis, donc Michel Rétif et Emmanuel Teneur, qui sont ses 2 amis les plus proches, qui sont décédés aujourd'hui, que vous aviez révélé d'ailleurs dans votre livre Anne-Sophie. Je cite ce mail en partie, puisque c'est intéressant de le rappeler. Il dit « Ma situation est plus que précaire et je préfère prendre des précautions au cas où et vous donner des instructions à l'avance. Si ça tourne mal, je n'ai que 2 solutions, me foutre en l'air avec ma voiture ou foutre le feu à la baraque quand tout le monde dort. Je serai donc fin août, début septembre, donc 2011, au pied du mur avec une décision définitive à prendre, suicide seul ou suicide collectif. » Post-scriptum, il ajoute « Je suis très sérieux, lucide et sous l'emprise d'aucune drogue ni d'aucun alcool. » Et il ajoute dans un document joint « Je souhaite enfin que même après enquête de police, on ne puisse jamais laisser croire à mes parents, frères et sœurs que ces accidents ont été volontairement provoqués par moi, même si les preuves sont formelles. » Anne-Sophie, donc... tous ces éléments très concrets, cette lettre en tout cas, elle va en contradiction avec l'hypothèse de Christine de Ligonnès. Alors c'est tout à fait vrai, et ce qu'il y a de fascinant dans ce mail, et il y en a un autre aussi qui est envoyé à une ancienne maîtresse, un amour de jeunesse qui est assez similaire, et où il donne aussi ces éléments-là. Je vais me foutre en l'air, je vais me jeter contre un camion, après avoir drogué toute la famille, je brûlerai la maison. Ça ressemble complètement aux faits qu'on a constatés, donc c'est assez troublant, puisque c'est effectivement 10 à 12 mois, tout ça 12 mois avant, comme une annonce, si vous voulez, comme quelqu'un qui écrirait pas à pas le scénario de son passage à l'acte. Et il est totalement en contradiction avec la DEA.
avec la thèse de Christine Dupont de Ligonnès. C'est ça qu'il faut remarquer. Et puis, quand elle dit il n'aurait pas fait ses cartes bleues, il n'aurait pas acheté du matériel quelques jours avant, laissé des traces, etc. Mais si c'était les services, il n'y aurait jamais eu autant de traces laissées. Donc, en fait, si vous voulez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on reprend les choses très factuellement et sobrement, on voit bien que tout ça ne colle pas. Toute cette histoire ne colle qu'à un seul homme, qu'à laisser des traces ou pas de traces, ou qu'à préparer, ou un peu nuancer, un peu modifier ses plans, etc. Mais de toute façon, c'est les enquêteurs aussi en sont arrivés là. Il n'y a pas, il y a pas d'autres... J'imagine que les enquêteurs ont demandé à leurs homologues américains s'il y avait des preuves d'affiliation de Xavier Dupont de Ligonnès à un quelconque service de renseignement. Alors évidemment, il y a eu des vérifications. Il n'y a jamais eu de près ou de loin de relation, enfin, au dire des services américains, si vous voulez, interroger par la direction de la PJ française. Mais encore une fois, il allait souvent aux États-Unis. Oui, c'est ce qui nourrit, c'est ce que je vous disais comme la rumeur, c'est ce qui nourrit le point de départ qui devient après quelque chose d'assez fantasmagorique de la part de Christine. Oui, il est allé plusieurs fois en voyage aux États-Unis, il connaissait assez bien le terrain, il avait visité 48 États. Voilà. D'accord. Alors, pour autant, la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès, dit « Il n'y a aucune preuve contre mon frère ». Je vous propose d'écouter un extrait. Vous imaginez pas une seule seconde, en fait, que votre frère ait pu tuer toute sa famille? C'est pas que je ne l'imagine pas. En fait, je suis parfaitement prête à l'imaginer, même à l'entendre, si quelqu'un parvenait à me prouver qu'il y a justement des preuves contre lui. Or, dans le dossier, il n'y en a pas. C'est vrai que dans le dossier, il n'y a pas de preuves, Anne-Sophie Martin. Quel est votre avis, vous qui connaissez mieux que quiconque, je le dis à nos auditeurs, mieux que quiconque cette affaire? Et non, il n'y a pas de preuves, justement. Donc c'est ce qui fait qu'il faut respecter la présomption d'innocence, que tout le temps qu'il n'aura pas été jugé, il ne pourra pas être déclaré coupable de ce quintuple assassinat. Mais en même temps, il n'est pas là. Donc il a disparu. Donc il s'est arrangé. On peut aussi imaginer que c'est arrangé pour ne jamais, et moi c'est la thèse à laquelle je crois. C'est-à-dire qu'en fait la réussite extraordinaire de ces faits, c'est non pas d'avoir réussi les crimes parfaits, on retrouvera les corps, mais d'avoir réussi la disparition parfaite et l'absence de vérité jusqu'au bout. C'est-à-dire c'est comme si c'était le cold case français, quoi. Le truc qu'on ne trouvera jamais au bout, in fine, la vérité. C'était quand même pas un crime parfait, parce que finalement, c'était pas si compliqué que ça de retrouver ces corps, quand même. Vous pouvez revenir un peu là-dessus. C'est-à-dire comment ils ont été cachés, dissimulés sous cette dalle de béton fraîchement coulée. Alors, ce que l'on sait très très vite, c'est que on a cherché, la police vient 5 fois sur les lieux avant de découvrir les corps tout près de l'entrée de la cave, qui était son antre à lui et lui seul. C'était là où il y avait c'est sa pièce à lui. C'est sa pièce à lui, c'est l'entrée. La porte est là, sous la terrasse de la maison de ville. Et là, vous avez des lits pour les chiens. Et là, il y a une enquêtrice, enfin, il y a une policière qui note une toute petite chose. En fait, c'est que la gamelle est coincée entre le lit et le sol. Donc, elle se dit, c'est bizarre, parce que comment les chiens font-ils pour manger? Et donc, elle tire sur la gamelle, là, il soulève et il voit que le ciment, le béton qui a été coulé a l'air peut-être frais. Donc, il commence à gratter et c'est comme ça qu'on retrouve les corps. C'est presque un incident. À la 5e visite de la police. Ah oui, à la 5e visite. À la 5e visite. Et donc, ce qui est très vite sorti dans l'enquête, c'est que lui était allé acheter un certain nombre de matériel bien utile, dont la chaux vive, qui est retrouvé avec les corps dans les fosses, si vous voulez, dans les 2 fosses. Ce qui accélère le pourrissement, enfin en tout cas qui détruit... Et l'odeur. Ce qui diminue l'odeur et ce qui accélère la destruction des corps. Donc on sait qu'il a acheté de la chaux vive, on n'achète pas de la chaux vive tous les jours. Une Lorraine, il a acheté du matériel d'ensevelissement, si on peut dire. Il faisait pas le jardin. Chez les Ligonnès, moi je connaissais le jardin après. En fait c'était un jardin qui servait un petit peu de toilette pour les chiens, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, ils y vivaient pas tellement. Et donc ce matériel est acheté. Donc c'est ce qui ramène à lui. C'est ce qui dirige les enquêteurs vers lui. C'est ce qui en fait le suspect numéro 1 tout de suite. Et après, il y avait 2 fosses. Donc il y avait d'un côté les 4 premiers et ensuite Thomas, dont on sait qu'il est tué après. Donc ça raconte bien aussi le récit, si vous voulez, du cours des choses, du développement. Ça raconte le contexte dans lequel c'est fait. Une fois qu'on a fait le tour de tous ces éléments, c'est-à-dire la chaux vive, l'achat de la chaux vive, l'aménagement, l'achat de la pelle, la préparation, le silencieux, les lettres qui sont écrites, on peut imaginer que l'acte a été prémédité combien de temps avant les faits par cet homme qui vivait toujours avec sa famille? Alors, mais après c'est une conviction très personnelle, c'est parce que je
On la prendra comme telle. Oui, c'est ça. Donc, si vous voulez, moi, je remonte toujours avec les documents, etc., les éléments probants, si on peut dire. Donc, ce sont les mails dont parlait Victor, et aux amis et à l'ancienne maîtresse. Et ensuite, ce sont, si vous voulez, moi, ce qui le déclic, c'est la mort du père 2 mois avant. C'est là qu'en fait, chez son père qui vient de mourir en janvier, quand il débarrasse l'appartement, il tombe sur l'arme du père qui correspond au calibre et à l'arme qui a pu tuer à Nantes. Et il passe 10 jours dans cet appartement à le vider et il reconstitue l'arme, et cette arme, il part avec. Oui. Et cette arme, on ne la retrouve jamais. Et cette arme elle est considérée en tout cas par les enquêteurs comme potentiellement l'arme du crime, y compris celle qui disparaît dans le sac à Roquebrune-sur-Argence. Oui, la dernière image qu'on voit de lui, on peut deviner. La dernière image, voilà. Donc c'est cette espèce de pointillé, mais l'arme est peut-être là, si vous voulez. Voilà, moi, c'est ce que je reconstitue comme chronologie, et donc c'est dans l'année d'avant. Je ne dis pas, j'ai jamais dit que c'était prémédité 1 an avant et après je fais le mode d'emploi. C'est juste que les choses progressent, ça fait un faisceau à force. Et voilà, après, exactement. Ça rend les choses possibles, le passage à l'acte possible. C'est plutôt comme ça que je vois. Victor, vous avez donc épluché ce livre pour Factuel.media notamment. On peut y découvrir la synthèse dans votre article. Finalement, est-ce que ce livre est si intéressant que ça ? Il y a en fait, soyez cash, comme on dit. Christine Dupont de Ligonnès et son mari, donc Bertram de Verdun, ont eu accès au dossier d'instruction puisqu'ils se sont très vite constitués partie civile. Donc ils ont tous les éléments du dossier, ils y ont pioché ce qui les intéresse. Certains éléments qu'ils avancent dans le livre sont contradictoires avec les versions officielles des enquêteurs et ne collent pas, effectivement, comme on l'a dit, avec le récit officiel, la version officielle des autorités. Donc il y a certaines contre-vérités qui ne collent pas, en tout cas, avec les faits qui se sont supposément produits. Dans un instant, on va se demander justement 13 ans après les faits, où en est cette enquête sur le quintuple meurtre de Nantes et sur la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, 1 heure d'analyse, de décryptage des affaires qui font l'actualité, 1 heure pour regarder à la loupe les faits de société, les faits divers. Toujours en compagnie de Jean-Marie Bordry, de Victor Lefebvre de Factuel.media et également de la journaliste Anne-Sophie Martin, auteure de Le Disparu chez La Mécanique Générale, qui est consacrée entièrement à l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. 13 ans se sont donc écoulés depuis la découverte du quintuple meurtre à Nantes de Anne Dupont-Ligonnès, la femme de Xavier, et de leurs 4 enfants. Et je voulais repartir avec vous avec une question très simple. Agnès. J'ai dit Anne, c'est Agnès, vous avez raison, tout à fait. Et il y a eu énormément de pistes évoquées, mais je voudrais vous demander tout simplement où en est l'enquête, Anne-Sophie Martin ? L'enquête, elle en est comme à la découverte des corps le 21 avril 2011, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que toutes les vérifications ont été menées. On a parlé déjà des autopsies. Il y a eu énormément de perquisitions pour voir s'il ne s'était pas réfugié chez des membres de la famille ou d'un réseau. Il y a eu beaucoup de fouilles dans l'arrière-pays du Var. Religieux, peut-être de fraternité religieuse. Tout ça a fait long feu. J'allais dire à la Paul Touvier, parce que c'était un petit peu ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il avait bénéficié de relais, si vous voulez, étant donné que sa mère est quelqu'un de très croyante et parle en direct avec Dieu depuis déjà des décennies. Est-ce que c'était possible qu'il ait... un relais monastique. Elle a été perquisitionnée, d'ailleurs, l'abbaye de Paul Touvier. Et d'ailleurs, ça fait partie des joyeusetés, si je puis dire, de cette enquête, c'est que effectivement des gens pensent l'avoir vu dans un monastère à Roquebrune-sur-Argence, là où il a disparu, à 3 km, comme s'il était resté pendant 10 ans. En 10 ans à 3 km, fallait vraiment avoir une sacrée audace, voir une peu tendance d'intrépidité. Oui. Et donc, c'était pas lui, mais ceci dit, c'était une piste j'ai trouvé que c'était une piste assez sérieuse parce qu'il était effectivement assez ressemblant. Alors, le moine. Qui travaille néanmoins au quotidien sur cette affaire ? Est-ce qu'il y a encore des policiers, des enquêteurs qui travaillent sur cette affaire ? Non, il y a longtemps que la police ne peut plus travailler dessus parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de grain à moudre, il n'y a plus rien à vérifier. Vous avez les corps, vous n'avez pas d'armes, vous n'avez pas d'auteur, vous n'avez pas de preuves, vous n'avez pas de scène de crime. Qu'est-ce que vous allez étudier ? On va pas faire des expertises. Le seul truc intéressant, ça serait d'expertiser justement le suspect numéro 1.
Ça, c'est une expertise psychologique et psychiatrique de ce suspect serait évidemment un travail important à faire, mais on n'a personne, donc c'est pas possible. Il y a eu pendant des années une veille à la PJ de Nantes, c'est-à-dire, si vous voulez, une veille de la police, si jamais il y a un signalement, si jamais quelqu'un dit, je l'ai vu, ce qui a été le cas à Rome, à Dieppe, en Écosse. Oui, on se souvient qu'il y a eu bien des fausses alertes. Voilà, on avait retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Sauf qu'on a dû passer largement 1000 signalements aujourd'hui sans aboutir. Donc ça n'a pas abouti. Donc là, l'affaire est concrètement, qu'est-ce qui pourrait mettre en alerte les services de police? Que quelqu'un lui ressemble, soit aperçu, qu'il soit dénoncé, ou alors que ses empreintes, pourquoi pas, soient retrouvées quelque part. Quel genre de signalement pourrait relancer la machine? Le signalement, ça serait forcément, si vous voulez, une identification. C'est-à-dire, en fait, on dit je l'ai vu, je l'attrape, je le mets au frais et la police le garde et vérifie. Ça n'a pas tellement réussi dans l'affaire Joao. La police croirait toujours quelqu'un qui dirait ça, malgré les précédents malheureux, comme ce pauvre homme qui a été pris en Écosse pour Xavier Dupont de Ligonnès. Toute la presse ou presque avait titré qu'on avait retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. En fait, c'était pas du tout lui, il lui ressemblait même pas, quoi. Il lui ressemblait même pas. Mais bon, ça montre justement au fil des ans la part de fantasme qui s'introduit dans cette enquête. Mais s'il revient, parce que moi je fais partie des quelques personnes qui le pensent vivant depuis longtemps. C'est pas le cas de tout le monde, justement, c'est ça qui est intéressant. Alors qu'est-ce qui vous fait penser qu'il est encore vivant, Anne-Sophie Martin? Je rappelle que vous connaissez mieux que quiconque cette affaire. Mieux que quiconque, restons modestes. Mais non, c'est vrai que moi, j'avais été frappée au début, si vous voulez, par la distorsion entre l'idée que s'en faisait la police de Nantes à la direction à Nanterre et de ce que j'apprenais sur lui. Donc je me suis dit, en fait, on s'est trompé. On utilise rarement les profilers à l'époque, mais on s'est trompé sur le bonhomme, en fait. Sur la psychologie du bonhomme. Sur la psychologie du bonhomme et ses capacités et ses talents méconnus. Et alors on disait, voilà, il est ruiné, donc voilà, il a mis fin, etc. Sauf que les féminicides commis dans ce genre de situation d'impasse et suicidaire, si je puis dire, ils se suicident justement avec la famille. C'est le cas de 98% des féminicides. Là, c'est pas le cas. Donc il y avait autre chose comme mécanique qu'il fallait avoir de l'imagination pour la décrypter. Et ce travail n'a pas été fait au départ. On a cherché un peu à l'aveugle. Du coup, je pense que cette psychologie a totalement échappé. Le fait de faire des lettres un peu dans tous les sens pour justifier le départ de la famille, etc., c'était hyper malin. C'est-à-dire que ça retardait d'autant toute l'enquête. Le temps gagné là-dessus et un temps... Pourquoi gagner du temps si c'est pour se suider? Ça n'a pas de sens. Aucun intérêt. Pourquoi faire une cavale en payant en carte bleue, en mangeant des entrecôtes et en buvant du vin de Bourgogne, de Nantes à La Rochelle, à Toulouse, à Avignon, pour aller se suicider? C'est pas la peine de passer une semaine à se balader en France. Ouais. Il y a autre chose derrière. Au risque de se faire prendre, d'ailleurs. Au risque de se faire prendre. Et puis il y a, si vous voulez, cette image de vidéo qu'on montre tout le temps au distributeur et on retire 30 €, c'est un peu comme un pied de nez, 30 €. Et la dernière des dernières, c'est quoi? C'est dans l'hôtel où il regarde justement la caméra comme un air de défi, il court après moi. Et c'est cette image-là, moi, que je garde. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est assez troublant. Et donc, si vous voulez, par ailleurs, quand j'ai interrogé tous ses plus proches, famille et amis, aucun ne lui trouvait un tempérament suicidaire. Aucun. Tout le monde savait qu'il était, même s'il échouait assez souvent dans des initiatives, une idée par minute, et que donc ce n'est pas le tempérament à s'écrouler et à... Cela dit, aucun ne lui trouvait un tempérament de meurtrier non plus, sinon il ne serait pas resté ses amis. Non. C'est vrai. Alors, j'ai envie de vous demander quand même pourquoi cette affaire passionne autant. On se souvient du succès du numéro du magazine Society qui avait fait sa couverture sur cette affaire. Votre livre, c'est également à trouver un large public. Et à votre avis, quels sont les ressorts qui passionnent autant le public ? Justement, je crois que si on en parle autant de temps après, c'est parce qu'on ne peut pas en faire le compte de ces ressorts. C'est une fascination parce que d'abord, je pense que le milieu social, la bonne bourgeoisie catholique, nantaise, versaillaise d'origine, etc., il n'y a pas tellement de crimes à l'intérieur de cette communauté, si vous voulez, donc c'est un petit peu étrange. C'est une famille avec des enfants, tout le monde se porte bien, tout le monde a des activités, tout le monde a une vie sociale intégrée, etc. Il n'y a pas de soucis connus. Et puis surtout, le type, il a 50 ans, il n'a jamais brûlé un feu rouge.
Et tout d'un coup, il y a un quintuple meurtre dont il est soupçonné. Donc il y a quelque chose du génie dedans qui fascine. En fait, il y a une espèce de part noire de son personnage qui est assez fascinante. Donc enfin voilà, il y a énormément de choses. Et la construction de cette histoire que moi je me suis attachée un peu à démonter avant, un an avant, le mois d'avant avec l'achat du silencieux, du matériel, etc. Puis le départ, puis la solitude dans la maison de Nantes, à tout mettre en scène, etc. Puis cette espèce de cavale qui ressemble à une promenade gastronomique, puis d'un coup il disparaît, il s'évanouit dans la nature. C'est sidérant. C'est mieux qu'un scénario de fiction et de grands films américains. Voilà. Donc, absolument. C'est ça. Et cette affaire, donc désormais, est au pôle Cold Case, qui est un nouveau service qui a été lancé il y a 2 ans à peu près. Donc ce n'est plus la police judiciaire de Nantes qui est en surveillance et en action, mais ça a été déporté à ce service-là. Voilà. Si jamais quelqu'un apporte un signalement, peut-être que la PJ de Nantes reprendrait du service. Mais là, pour le coup, on est dans une situation où, si vous voulez, l'instruction pour terminer est toujours ouverte, donc, puisque c'est quand même 5 décès, c'est beaucoup, c'est rare. Et donc, l'instruction n'est pas encore refermée. Mais il y a un moment, au bout de 15 ans peut-être, où il faudra mettre un terme à cette histoire qui n'aboutit pas. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ce livre de Christine Dupont de Ligonnès sort maintenant. C'est peut-être qu'il y a une espèce de peur qu'on mette un point final à cette affaire. Merci beaucoup Anne-Sophie Martin d'être venue nous éclairer de votre lumière sur cette affaire toujours aussi mystérieuse de Xavier Dupont de Ligonnès. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Le Disparu chez La Mécanique Générale. Merci aussi Victor Lefebvre d'avoir fait un crochet par chez nous. Sans transition, je voudrais qu'on parle avec vous, Anissa Arfaoui, qui venait de nous rejoindre, du scandale du chlordécone. Voilà bien une affaire qui est un scandale sanitaire dont on parle bien peu, et pour cause, les victimes sont des ouvriers martiniquais, guadeloupéens, qui travaillent dans des champs de bananes au contact d'un puissant insecticide, le chlordécone, censé tuer le charançon des bananiers et qui met en fait, qui a un puissant effet toxique sur les hommes et provoque une foultitude de maladies. Résumez-nous cela en quelques secondes, Anissa Arfaoui. Alors effectivement, il y a un pesticide qui a été très largement utilisé en Guadeloupe et puis également en Martinique qui s'appelle le chlordécone. C'est à partir de 1981 que ce produit est utilisé sur les terres agricoles avec, comme vous l'avez dit Stéphane, l'objectif de tuer le charançon des bananiers qui abîmait évidemment la production des bananes, qui est un outil économique capital pour les îles. Le problème de ce produit, c'est que c'est qu'il a il a pollué les sols, déjà pour commencer, de toutes les îles, et il est très difficile à nettoyer. Il est très difficile de dépolluer les sols. Ça, c'est pour le volet écologique, et il y a évidemment le volet sanitaire, où nous avons aujourd'hui encore des victimes du chlordécone indirect. Autrement dit, ce poison est tellement incrusté... Et ça se compte pas à l'unité, ça se compte par dizaines, par centaines. Par centaines, absolument. Sur les 800 000 habitants qui habitent aujourd'hui les îles, 90% ont encore des traces de chlordécone dans le sang. Incroyable. Dans un instant, on se retrouve avec nos enquêteurs pour parler de ce scandale du chlordécone qui a rebondi. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre pour regarder à la loupe l'actualité des faits de société et des faits divers. Avec nous, Jean-Marie Bordry, toujours, Victor Lefebvre également, et nous a rejoint Anissa Arfaoui en charge des questions de société et économique à Factuel.media. Le débat sur la dangerosité du chlordécone, cet insecticide puissant utilisé dans le traitement des bananiers dans nos Antilles, est relancé depuis le 29 février avec la proposition de loi du socialiste guadeloupéen Élie Califert, visant cette fois-ci à établir les responsabilités de l'État et à indemniser les victimes. Alors, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est cet insecticide très particulier, utilisé pour traiter les bananiers, pour attaquer le charançon, qui est un parasite, et comment les autorités sanitaires françaises ont fermé les yeux si longtemps sur la toxicité de ce produit, dont on voyait par ailleurs sur les jerrycans des têtes de mort énormes, avec
marqué vraiment qu'il fallait se méfier de ce produit. Effectivement, en tout cas, il y a eu plusieurs témoins qui ont dit avoir vu ces fameuses têtes de mort sur les produits contenant le chlordécone. Alors pour commencer l'histoire du chlordécone, elle est née en 1981 en Guadeloupe et en Martinique, où effectivement il était utilisé comme pesticide pour sauver la culture de la banane. Il était extrêmement efficace contre le chalençon du bananier, qui était évidemment extrêmement dangereux pour la production de bananes, en sachant qu'il s'agit d'un élément capital dans l'économie des îles. Ils ne peuvent pas se passer, de la production de bananes. Mais alors, on a découvert qu'il était aussi à l'origine d'un taux de cancer, de la prostate notamment, absolument anormal. Et ça, on le sait depuis le milieu des années 2000 à peu près. Alors, depuis le début des années 2000, après, on est un petit peu mignon quand même de dire depuis les années 2000, on le sait, parce qu'en réalité, aux États-Unis, ce produit a été interdit en 1975. Et il se trouve quand même en France, en 1979, nous avons le chlordécone qui est classé comme cancérogène possible pour l'homme par le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, et malgré tous ces faits, on l'a quand même utilisé à partir de 1981, donc 2 ans après. Donc, notre naïveté a quand même des limites. Oui, et c'est pas tout. On sait aussi que le chlordécone serait à l'origine de problèmes d'infertilité chez les femmes et qu'il développerait notamment des polypes ovariens et des cas d'endométriose, n'est-ce pas ? Absolument. Disons que depuis qu'il a été officiellement reconnu dangereux et qu'il a officiellement été interdit, officiellement c'était en 1993, d'accord ? Sauf que, vraisemblablement, il a toujours été utilisé officieusement et discrètement par certains jusque dans les années 2000. Aujourd'hui, vous avez des études de fond qui sont menées sur des cohortes, effectivement, afin de mesurer l'impact du chlordécone sur les bébés à naître, sur les bébés in utero, sur les femmes. Et effectivement, au-delà du taux de cancer dramatique, on se rend compte également qu'il a un impact sur la fertilité des femmes et qu'il y a un impact sur la santé des enfants. Cancer de la prostate, je le disais, cancer du pancréas, cancer de l'estomac, la liste est très longue. Alors on a en ligne Yvon Sérénus, qui est président du collectif des ouvriers empoisonnés par le chlordécone. Yvon, bonjour. J'aimerais vous poser une question toute simple. Est-ce qu'on a une idée du nombre de victimes de cet insecticide trop longtemps toléré dans les Antilles ? Oui, le collectif a été créé il n'y a pas très longtemps, il n'y a que 3 ans et demi, mais on a tout de suite mis en place une enquête de terrain. Et cette enquête de terrain, on l'a amenée sur 1500 ouvriers agricoles et les ayants droit, les enfants, les petits-enfants et arrière-petits-enfants. Sur les 1500 personnes, ils ont tous des pathologies liées à l'empoisonnement. Par exemple, les petits-enfants et arrière-petits-enfants des ouvriers agricoles, ils ont un taux d'endométriose qui n'est pas beaucoup plus important que la France, mais des endométrioses stade 4. Stade 4, grave. Stade 4, très grave. Alors, c'est là qu'on a continué à regarder les différentes pathologies. Et les pathologies, on trouve maintenant, ce sont des cancers liés au chlordécone. C'est des cancers du sang, et cancer de côlon et pancréas. Et il y en a aussi la question sur la question mentale. D'accord. La question de détresse psychologique. Très important, d'accord, on comprend. Alors, on aimerait comprendre pourquoi ça a été si long à reconnaître en France la toxicité de ce pesticide. Je rappelais tout à l'heure que dès 1990, enfin vous rappeliez, pardon Anissa, que dès 1990 le chlordécone était même dès 1975, vous disiez, interdit aux États-Unis, considéré comme un produit chimique persistant, toxique. Eh bien,
bien. Nous, non. Même en 1990, deux de nos ministres de l'Agriculture successifs, dont on ne va pas citer le nom, ont chacun accordé une dérogation encore d'1 an permettant de prolonger l'utilisation des stocks de chlordécone. Et l'interdiction définitive est finalement intervenue simplement en septembre 1993. Mais c'est pas fini. Plusieurs témoins ont rapporté que l'utilisation des stocks de chlordécone, en fait, s'est poursuivie jusqu'à la moitié des années 2000. Exactement. Bon, premier paradoxe, 1975, interdit pour sa dangerosité aux États-Unis, et nous, on se met à l'utiliser en 1981. En 1990, nous avons eu une commission d'études sur la toxicité qui s'est prononcée sur son interdiction. La première question fondamentale est de savoir comment est-ce qu'on se prononce sur son interdiction et sa toxicité en 1990 et qu'il perdure que jusqu'à 1993, il n'est pas dans les faits concrètement interdit. Et là, on entre dans des phénomènes assez politiques, appelons un chat un chat. Ouais. Le président, si vous voulez, de la plus grande organisation de producteurs de bananes de Martinique, qui est également le directeur de la plus grande société de commercialisation de Corlone, c'est-à-dire l'élément, la particule du chlordécone, a des liens assez privilégiés avec l'Élysée. Mmh. Alors, évidemment, Yvon Sérénus, on profite de... Je rappelle que vous êtes président du collectif des ouvriers empoisonnés par le chlordécone. Vous pointez du doigt aussi bien l'État français, les ministres de l'Agriculture, évidemment, qui n'ont pas pris les mesures de protection qui s'imposaient, mais vous pointez aussi du doigt ces propriétaires terriens qui savaient, selon vous, la toxicité de ces produits. Oui, les propriétaires de terriens et ceux qui ont demandé un brevet, même acheté le brevet pour aller au Brésil de produire le Kyolon, et ben ces gens-là, ils ont une part de responsabilité très importante dans l'empoisonnement du peuple guadeloupéen et martiniquais, puisque ils savaient déjà qu'est-ce qui s'était passé aux États-Unis, et dès 1974, les ouvriers agricoles avaient les éléments pour demander, dans le 4e point de revendication de cahier de revendication, ils avaient déjà demandé la suppression de l'ensemble des pesticides non pas seulement dans la banane, dans l'ensemble de l'agriculture en Martinique. Et finalement, cette revendication n'a pas pu aboutir puisqu'il y a eu, durant la grève de 1974, l'assassinat de 2 ouvriers agricoles. Et tout de suite après ça, ils ont signé un accord sur la question salaire, mais la question de suppression des pesticides, ça a été rayé dans l'accord qu'ils ont signé. Alors j'ai envie de vous poser une question toute bête. Est-ce que l'affaire aurait été traitée de la même manière, c'est-à-dire avec aussi peu de rapidité dans les décisions, si ça s'était passé en France, j'allais dire, métropolitaine? Oui, ils ont épandu le chlordécone en Martinique, en Guadeloupe, et en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Et ça n'a pas été utilisé en France du tout. Je me demande déjà pourquoi. Oui, pourquoi est-ce que finalement, alors que la continuité territoriale voudrait qu'on utilise les mêmes produits aux Antilles qu'en France métropolitaine? C'est pas logique. C'est pas logique, c'est ces questions-là que le peuple martiniquais, en ce moment-là, est en train de se poser. Et puis, on voit par exemple sur la question d'amiante, sur la question de sang contaminé, sur la question des certaines choses qui s'est passées en France, il y a eu des enquêtes épidémiologiques. Le collectif des ouvriers agricoles a demandé de faire une enquête épidémiologique à ceux qui ont épandu le chlordécone, les ouvriers agricoles, sans protection, sans gants, sans masque, et avec des vêtements ces vêtements-là imbibés de chlordécone. Ils entraient chez eux avec ces vêtements-là pour laver ces vêtements. Et par là, ils ont pu empoisonner leur famille aussi. Alors,
C'est assez... En France, ils ont fait une enquête épidémiologique. Moi, personnellement, ils m'ont fait une enquête épidémiologique sur la question du Mediator. Parce que j'ai pris du Mediator. Alors, pourquoi ils ne veulent pas faire une enquête épidémiologique sur la question? Je sais pourquoi. Le peuple particulier, c'est pourquoi? Parce qu'il y aurait un cascade de maladies professionnelles qui va arriver. Et qui est-ce qui va payer? C'est effectivement l'État et les empoisonneurs. Absolument. Yvon Serenus, on va vous souhaiter évidemment une belle combativité dans un bon courage pour continuer à défendre les intérêts de ces victimes de cet insecticide. Je rappelle quand même en conclusion de cette émission que 90% de la population des îles de la Guadeloupe et de la Martinique ont un taux détectable de chlordécone dans le sang. Vous voyez, c'est quand même absolument incroyable. Merci à vous, Anissa Arfaoui, d'être venue nous rendre visite. Merci Yvon Serenus d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver l'émission sur la chaîne YouTube de Sud Radio et vous pouvez retrouver les articles de Victor Lefebvre sur factuel.media. La semaine prochaine, on se retrouve samedi 10h pour une nouvelle heure libre. Tout de suite, 11h, on parle auto avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault. Et absolument, Stéphane. D'ailleurs, avec une question, est-ce qu'on doit abandonner les commandes tactiles dans les nouvelles voitures, justement? Eh bien, elles seraient dangereuses. C'est ce que pense en tout cas l'organisme Euro NCAP qui fait les crash tests. Voilà. Passionnant. À tout de suite sur Sud Radio.